Bonjour, donc je suis Sébastien Marion et j'interviens, alors j'ai mis le nom de deux sociétés en fait, parce qu'on est en train de fusionner Vesta Conseil et Finance et Énergie Demain que vous connaissez peut-être. Alors, l'objectif de mon intervention, c'est de vous parler du financement de ces projets de rénovation de bâtiments publics. En introduction, il y a plusieurs pistes en fait qui ont déjà été plus ou moins évoquées par les intervenants précédents. Le financement possible par les économies d'énergie, qui est quelque part un idéal qui fonctionne parfois, pas assez souvent malheureusement, mais qui fonctionne parfois. On va le voir à travers quelques exemples. Le financement sur les ressources propres de la collectivité. Pareil, ça fonctionne quand même parfois, même si c'est pas dans tous les cas. Et puis, dans l'idéal, on voudrait trouver un outil de financement qui permette de financer à l'échelle d'un EPCI, par une ligne de financement unique, l'ensemble des rénovations. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver là comme ça, mais c'est vers ce type d'outil qu'on voudrait tendre. Donc j'ai trois exemples exactement à vous proposer. Le premier exemple de rénovation, c'est la rénovation d'une salle des sports. Je vais passer assez vite sur le programme de travaux parce que c'est pas vraiment mon propos. L'idée, c'est de faire une rénovation globale assez performante, hein, puisqu'on arrive à 50 et quelques % d'économie d'énergie et un petit peu plus en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. On a un montant, on va parler beaucoup d'euros, hein. On a un montant de travaux de 300 et quelques mille, un montant de travaux global, et on a des économies d'énergie qui sont chiffrées par le bureau d'études qui a fait ce travail à environ 18 000 € par an. La valeur des C2E générée par l'opération a également été évaluée. Et donc on a supposé que ces C2E venaient en déduction du montant des travaux, donc du montant à financer. À ce stade, on n'a pas supposé qu'il y avait d'autres aides, les autres aides pouvant être des aides, je sais pas, de la région, de l'ADEME, etc. À ce stade, on a supposé zéro, donc on se retrouve avec 290 000 € à financer. L'idée simplement, c'est de faire un emprunt pour financer ces 290 000 €. Et on a simulé en fait des échéances de remboursement de cet emprunt en fonction de différentes durées et de différents taux d'intérêt. Donc c'est ce qui est présenté dans le tableau ici. Le code couleur, c'est assez simple. Quand c'est rouge, c'est quand l'annuité dépasse le montant d'économie d'énergie, et quand c'est vert, c'est quand l'annuité est inférieure au montant de l'économie d'énergie. Donc cet exemple-là, il est assez satisfaisant, pardon. On se rend compte que voilà, si on finance à 20 ans avec un taux d'intérêt pas trop élevé, on se retrouve avec les économies d'énergie qui peuvent financer l'opération. Alors, on n'est pas dans ce cas-là malheureusement dans tous les cas, mais quand même ce type de cas existe, et c'est important de le souligner. On entend souvent dire que les communes n'ont pas de capacité financière, etc., etc. Il ne faut pas oublier quand même cette ressource de l'économie d'énergie. Après, en termes d'analyse financière, en fait, il y a deux indicateurs, hein, qui sont regardés principalement. Le premier, c'est la capacité de financement de la commune. Voir simplement si la commune peut se payer les travaux. Ça, c'est un indicateur assez évident. Et puis, il y a le ratio de l'annuité de la dette sur les recettes de fonctionnement de la commune, ce qui est un petit peu moins trivial, et qui est un indicateur qui est regardé par les banques quand elles prêtent aux collectivités. Donc j'ai fait le même travail sur deux autres exemples. Donc là, vous voyez déjà, c'est tout rouge, donc c'est un peu moins bien parti. Donc là, on est sur la rénovation d'une mairie. C'est un programme de rénovation assez intéressant. On est à 97 % d'émissions de gaz à effet de serre évitées, donc c'est très performant. Et puis en termes de montant, on n'a pas un montant à financer énorme, c'est 130 000 et quelques euros. Je vous fais un peu court, hein, tous les détails des calculs. Par contre, les économies d'énergie qu'on va générer sont à hauteur de 2 000 et quelques euros par an. Et même si on finance à 40 ans à 1 %, on n'arrive pas à égaler avec l'annuité de remboursement les économies d'énergie. Pour ça, il faudrait qu'on ait un emprunt à 85 ans au taux de 1 %. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne propose ça, même la Caisse des dépôts, ça ne marche pas.
Donc voilà, donc là typiquement c'est un cas qui ne fonctionne pas très bien, d'autant plus que, alors on m'a demandé d'anonymiser les communes, donc j'imagine que certains reconnaîtront peut-être à la photo, mais la capacité de financement de la commune est négative, donc ça veut dire qu'elle n'a pas le premier euro pour payer les travaux. Par contre, point de vue capacité d'emprunt, elle est pas mal, elle n'est pas très endettée. Quand on fait le cumul des annuités des dettes contractées par la commune sur les recettes de fonctionnement, on est inférieur à 25%. Donc potentiellement, elle peut emprunter. Enfin, mon dernier exemple, encore la rénovation d'une mairie. Donc c'est un exemple un petit peu intermédiaire. On se retrouve avec, j'avance assez vite sur les chiffres, hein. On se retrouve avec un équilibre économie d'énergie, annuité de la dette qui peut s'atteindre à partir de 35 ans si on garde des taux d'intérêt assez faibles. Voilà, si jamais les taux sont un peu plus élevés, il va falloir allonger la durée. Donc on est limite pour ce type de financement. Par contre, en termes d'analyse financière, cette commune-là a une capacité de financement de 450 000 euros, ce qui fait que potentiellement elle peut payer les travaux, qui sont de 370 000. Si une année donnée elle paye les travaux, ça veut dire qu'elle n'investit pas dans autre chose. C'est un peu la limite de l'exercice. Voilà. Et par contre, cette commune-là, elle a une capacité d'emprunt puisque son ratio d'annuité de la dette sur recette de fonctionnement est largement inférieur à 25%. Donc en résumé, sur ces trois exemples, les exemples 1 et 3, il y a une possibilité de financement direct sans emprunt par la collectivité qui a une capacité de financement. Donc la commune simplement peut payer les travaux. Ensuite, si on regarde la possibilité de financer avec un emprunt qui serait remboursé par des économies d'énergie, on a vu qu'il y avait des exemples variés. Le premier exemple, ça marchait sur 20 ans. Le deuxième exemple, il faudrait aller à 85 ans, donc autant dire que ça ne marche pas. Et le troisième exemple, sur 35 ans, ça je crois que la CDC n'est pas dans la salle, mais c'est une question qu'on pourrait poser aux banquiers. Voilà, jusqu'à quelle durée ils pourraient aller sur ce type de financement. Après, les possibilités de financement sur les autres ressources de la collectivité, c'est pas vrai que c'est les exemples 1, 2, 3 qui marchaient. On a vu qu'il n'y en avait que 2 qui marchaient. Et le troisième, ça ne marchait pas parce que la capacité de financement de la collectivité était négative. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a un intérêt de mutualiser le financement ? Clairement, il y a un intérêt sur tout ce qui est, alors on l'a déjà dit, enfin, d'autres intervenants l'ont dit précédemment, sur tout ce qui est mutualisation technique, ce qui permet d'avoir des moindres coûts. Donc ça, c'est sûr que c'est un intérêt. Sur la partie financière, il y a également monter un dossier de financement, c'est également du temps, c'est de l'argent. Et donc si on mutualise, on va arriver à un moindre coût global. C'est pas, ça va pas être transcendant comme diminution des coûts, mais ça va dans le bon sens. On a aussi, en termes de mutualisation, il y a clairement un intérêt à avoir des démarches globales, d'avoir des accompagnements, on parle d'AMO hein, depuis tout à l'heure, d'avoir des AMO qui soient pertinents. Ça permet d'être plus performant dans la gestion de projet, d'avoir moins de retard, moins de surcoûts, etc. Par contre, en termes de paiement, la mutualisation ne va pas apporter grand-chose parce que chaque maître d'ouvrage doit payer pour ses bâtiments. Donc même s'il y a emprunt, chaque collectivité va devoir rembourser une quote-part d'emprunt qui correspond à son bâtiment. Donc de ce point de vue-là, on ne va pas gagner grand-chose. Voilà. Après, en termes de pistes, mais à ce stade, c'est que des pistes qui seraient à creuser. Les questions, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à mettre en commun le risque financier, le risque de ne pas atteindre le niveau d'économie d'énergie, par exemple. Est-ce que de grouper, ça va permettre d'accéder à des financements européens ou ce genre de choses? Donc ça, ce sont des questions qu'on se pose. Alors, un point que j'ai évacué un peu rapidement tout à l'heure, ce sont des aides potentielles qui assez naturellement vont venir faire baisser la facture pour la collectivité.
Donc, on a simulé sur ce graphique, on a simulé 3 niveaux d'aide, 10, 20 ou 30%. Ce sont les petits pavés rouges que vous voyez. Donc, on est sur un plan de financement global. Donc, on a mutualisé cette fois. On est sur un plan de financement global. Le projet global, ou la somme des projets, hein, plus exactement, atteint 4,7 millions d'euros. Et on a modélisé donc des aides entre 10 et 30%. Et on se retrouve avec des montants à emprunter. Et c'est la partie violette du graphique, entre 2,5 millions et quelques dans le cas d'aide à 10% et 2 millions exactement, si on a des aides à 30%. Alors, l'intérêt de ce niveau d'aide, enfin des différents niveaux d'aide, c'est d'avoir modélisé justement cette égalité entre économie d'énergie et annuité de la dette. Et c'est ce qui est représenté là sur le graphique. On voit en bleu, ce sont les mensualités cumulées. En rouge, ce sont les économies d'énergie qui sont cumulées. On a fait les calculs sur 20 ans. Et on voit que si on a des aides de 10%, les mensualités en cumulé sont supérieures aux économies d'énergie. Si on a des aides de 20%, c'est à peu près égal. Et si on a des aides de 30%, les économies d'énergie deviennent supérieures aux mensualités cumulées. La limite de tout ça, c'est que ça ne va pas traiter le cas, ça ne traite pas au cas par cas. Donc s'il y a des déséquilibres qu'on n'arrive pas à obtenir individuellement, on n'y arrivera pas plus comme ça. Mais par contre, ça montre quand même le niveau d'aide global qu'on peut suggérer, on va dire, pour pouvoir obtenir des équilibres. Voilà, si vous avez des questions. Je peux amener c'est vrai qu'on est resté coincé là la dernière fois qu'on l'a présenté aux élus d'Arlysère, parce qu'en fait c'est incroyable ce truc. On est capable de rénover 32 bâtiments en 20 ans avec un emprunt à 2%, avec seulement 20% de subvention. Sur les bâtiments publics, c'est quand même c'est pas énorme d'avoir 20% de subvention. Surtout que là, c'est 20% tout compris. C'est pas dédié à l'énergie, quoi. Donc c'est tout à fait accessible. Le problème, c'est que dès lors qu'on est obligé de séparer bâtiment par bâtiment, on a des bons et des mauvais, et on n'arrive pas à les mettre ensemble, quoi. C'est l'ensemble tient debout, mais pris individuellement, chacun des bâtiments, il y en a certains, il faudrait 50% de subvention, d'autres, il faudrait 5%. Mais finalement, pourquoi les communes qui ont un bon projet feraient cadeau de leur bon projet, si je puis dire, aux autres? Et c'est là-dessus qu'on n'arrive pas à avancer, alors qu'en fait, l'enjeu est quand même, ça tient debout. On a 34 bâtiments, BBC, on a un vrai bon projet, mais il n'est pas montable tout simplement parce qu'on est obligé de séparer à l'intérieur chacun des projets. Donc il faut vraiment qu'on trouve un moyen de mutualiser. Moi j'avais une question que je réagis par rapport au projet où il y a un temps de retour de 85 ans, ce qui est complètement aberrant, on est d'accord. Mais du coup, dans le cadre de la gestion du patrimoine de nos collectivités, on investit en permanence sur notre patrimoine dans des travaux qui ne sont pas forcément rentables. On ne réfléchit pas toujours en temps de retour. Je pense au hasard, à l'accessibilité par exemple. Et donc, est-ce que dans un programme de travaux comme ça, on ne pourrait pas séparer justement les travaux qui sont rentables pour voir si on peut envisager un montage qui permet de se faire rembourser sur les économies d'énergie et laisser les travaux pas rentables sur de l'investissement patrimonial classique et sur le bâtiment où le temps de retour est à 85 ans, ça permettrait de revenir à un temps de retour un peu plus raisonnable. Alors oui, effectivement, on peut tout imaginer dans ce cas-là. Là, j'ai pas en tête le détail des audits qui en fait, c'était je crois qu'il y avait le changement de chaudière. En fait, il y avait 2 programmes de travaux sur celui-là. Et là, on passe en chaudière à bois, ce qui permet d'avoir pratiquement plus d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui par contre coûte très cher. Oui, et puis c'est les menuiseries, ça je vous le dis très clairement. Ce qui vous plombe la rentabilité, là, c'est les menuiseries, c'est sûr. Hein, surtout vu la forme de la menuiserie. Oui. Après, clairement, l'approche de comparer en temps de retour, c'est une approche qui a ses limites. Là, je voulais vraiment illustrer en termes purement financiers. C'est clair qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte quand on fait une rénovation d'un bâtiment que les aspects énergétiques. Ça, je suis complètement d'accord. Dans votre présentation à la fin, vous avez évoqué la possibilité d'avoir
dans la mutualisation, y compris la mutualisation du montage d'un prêt pour rénover différents bâtiments appartenant à différentes collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un prêt passé par un seul opérateur, un coordinateur, un maîtrise d'ouvrage délégué, et puis chacune des communes rembourserait sa quote-part, si j'ai bien compris, de ce prêt-là, passé par un seul opérateur qui permet quand même une mutualisation d'une partie du montage financier, pas complètement, mais une partie quand même assez intéressante à mettre en avant. Est-ce que j'ai bien compris ? Idéalement, c'est vers ce genre d'outils qu'on aimerait tendre. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse juridique à cette question. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir Arlisère, par exemple, pour ne pas les nommer, qui serait emprunteur et qui ferait payer des quotes-parts aux communes. Ça paraît un outil a priori qui serait super, mais ça n'existe pas aujourd'hui. En termes de prêts tels quels, ça n'existe pas, on peut pas faire ça comme ça. Après, effectivement, c'est des montages via SPL ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on va monter une SPL, soit utiliser la SPL osée, mais sur ce type de montant, ça va être compliqué. Enfin, c'est pas ce qui nous a été indiqué tout à l'heure en tout cas. Est-ce qu'on a envie de monter une SPL avec tous les coûts engendrés à l'échelle d'Arlisère pour ce type de projet? Je suis loin d'être sûr. Après, c'était pas notre mission spécialement d'étudier le montage de la SPL, mais les coûts engendrés sont tels que c'est pas un montage qui serait viable. Et l'utilisation d'un prêt type la Banque Postale, CDC ou autre, à Arlisère, qui sera ensuite réparti en tranches envers les différentes communes, ça n'existe pas. Juste pour apporter le témoignage sur la partie financière, parce que j'en ai pas trop parlé dans la présentation, donc en tant que SPL osé. Là, je pense que les coûts que vous avez de coûts de travaux par rapport aux coûts d'économie d'énergie, donc c'est en phase d'étude. Nous, on a donc des travaux réalisés et on se rend compte que c'est un mythe, on ne pourra jamais financer les travaux d'efficacité énergétique avec les économies d'énergie. Il faut partir de ce principe-là. D'autant plus que si on veut vraiment que les économies d'énergie soient au rendez-vous, il faut payer de la maintenance derrière, donc on diminue encore la partie économie d'énergie avec des surcoûts de maintenance. Donc faut essayer de sortir de ce raisonnement, de se dire l'économie d'énergie va servir à payer les coûts de travaux. Il faut raisonner en comment on finance des travaux, que ce soit des travaux d'efficacité énergétique ou d'autres travaux à l'échelle des communes. Et effectivement, des prêts à taux zéro ou prêts croissance zéro, comme il y a vu avec la Caisse des dépôts, c'était vraiment un outil qui a servi et qui a bien aidé les communes à financer ces travaux. Ouais, en fait, il faut qu'on trouve une autre couleur, il ne faut pas qu'on mette rouge. Il faut qu'on mette sur base de volontariat des collectivités au titre de la rénovation du patrimoine et pas sur base des économies d'énergie. Après, c'est pour cette raison qu'on a introduit un certain niveau d'aide. Il y a effectivement, là on se retrouve, il y a toujours un niveau d'aide tel que les économies d'énergie permettront de rembourser les emprunts. Ce sera peut-être un niveau d'aide énorme et personne ne voudra voilà, mais ça existe. Après, l'exercice, il est un peu théorique là, parce qu'on n'a pas dès l'instant qu'on parle mutualisation sur le financement, on n'a pas le bon outil juridique qui va bien. On n'a pas, c'est ce que je viens d'expliquer, quoi. Donc c'est vrai que tout ça reste un peu, malheureusement, reste un peu théorique. Oui. Je dis un peu la même chose, hein. Quand je dis qu'il faut 85 ans ou qu'il faut 35 ans, c'est un peu la même chose. Oui, merci. Je voulais aller complètement dans votre sens en disant qu'il fallait peut-être évacuer la question de temps de retour quand on va essayer de vendre des opérations globales de rénovation. Par contre, c'est vrai qu'on peut lire de deux façons différentes votre conclusion. Moi, ça me déprime un petit peu parce que votre conclusion, c'est de dire sur Z et des aides publiques, on attend qu'elles arrivent, hein, mais on peut attendre encore un petit peu. De 20 à 30%, on n'arrivera pas à faire la rénovation EBC du parc public. Donc si c'est ça la conclusion, on repart un petit peu comme ça sans solution. Moi, je vous propose peut-être d'élargir avec une autre réflexion. C'est vrai que on essaye, nous, donc sur un patrimoine qui est important, donc c'est pas la question de mutualiser, on va dire, avec des petites communes, mais c'est plutôt de gérer la masse de travaux pour ce qui concerne le patrimoine de la ville de Lyon. Ça va être plutôt de s'inscrire dans un plan de rénovation, et je pense que c'était le sens de ce que vous avez fait aussi, un plan de rénovation BBC compatible avec des financements et un plan de progrès, on va dire, pluriannuel. Par contre, ça va à l'encontre justement des dispositifs d'aide qui visent tout de suite des opérations globales et des objectifs très ambitieux que vous avez aussi à la SPL, qui sont, on voit, nous, pas atteignables. On a déjà fait une centaine d'audits énergétiques sur les bâtiments municipaux. On voit bien qu'il y a très peu
de bâtiments qu'on n'a pas touchés. C'est peut-être parce qu'on a déjà fait trop de choses. Peut-être que vous, si vous arrivez à avoir ce niveau de performance sur des bâtiments anciens, allez-y, foncez, parce que c'est le moment. Mais nous, on voit bien qu'on a du mal, effectivement, à avoir des niveaux d'économie d'énergie de plus de 50%. Enfin, on n'y arrive quasiment jamais sur les patrimoines qu'on gère. Donc, du coup, c'est qu'on a déjà fait une partie du chemin. Et peut-être que c'est ça le sens des plans qu'il faudrait mettre en place à l'avenir. Il me semble que c'est ce que j'ai lu aussi dans le dernier, la dernière publication du 22 février, sur le plan, les 50 actions proposées sur le plan de rénovation des bâtiments, le plan national. Donc peut-être que c'est un peu là-dessus qu'il faudrait qu'on réfléchisse. C'est plus aider que les opérations globales, mais les opérations pluriannuelles qui s'inscrivent dans des travaux, on va dire, niveau BBC compatible. C'est un petit peu la remarque que je voulais vous soumettre. C'est exactement à cette conclusion-là qu'on est un peu tous arrivés. C'est ce que suggérait aussi Sébastien en disant finalement il faut qu'on fasse son marché là au milieu. Il y a certaines communes qui vont faire du simple et facile et pas cher pour tout un tas de raisons, et d'autres qui veulent de la rénovation globale parce qu'elles sont arrivées à la rénovation globale de leur école dans leur plan de patrimoine, dans leur objectif de patrimoine. Et il faut qu'on trouve des montages qui finalement tricotent des scénarios 1 et des scénarios 2. C'est aussi là-dessus qu'on est en train qu'on s'interroge au niveau d'Arlisère, en disant c'est pas tout BBC ou pas tout facile et pas cher, c'est sans doute entre les deux. Et quel est le bon montage juridique et financier qui me permet de dire à chaque commune, tu as le choix, à minima tu fais quand même le minimum de tout le monde pour rentrer, qu'il n'y ait pas une école qui soit pas régulée et ainsi de suite. Et puis si jamais ça arrive au bon moment pour ta rénovation, par contre si on fait ça, on n'atteindra jamais les objectifs 2030-2050. C'est-à-dire, il faut simplement en être conscient, quoi. C'est-à-dire que si on laisse la liberté à chacun de faire uniquement ce qu'il a la capacité de faire financièrement aujourd'hui, ou ce qu'il a programmé de faire, on ne va pas aller très très loin dans le nombre de bâtiments rénovés. Je monopolise le micro, je vais faire court. Alors, juste à Madame Duparchy, je dirais que faire de la performance, ça ne coûte pas forcément cher au niveau de l'exploitation, maintenance, mais on pourra en reparler plus tard. Alors les chiffres sont intéressants, j'ai l'impression qu'on nous prépare à... Enfin, surtout certaines communes, enfin, c'est assez édifiant. C'est vrai que c'est hétérogène. Il y a les riches et il y a les pauvres. Alors, le prix de l'énergie, peut-être qu'il faudrait qu'il soit aussi différencié. C'est comme le prix de l'eau, etc. De toute façon, ça, ce sont des sujets très, très politiques. Et j'étais heureux d'entendre qu'on ne va pas rénover les piscines tournesol, on va les démolir. Donc là, l'idée, ça serait peut-être que c'est peut-être à ça qu'on les prépare. C'est que les mairies les plus endettées, les plus pauvres, on leur dit demain, la mutualisation, ça sera carrément une fusion. Et on va vous regrouper, et au vu des chiffres, vous n'aurez peut-être pas le choix. Moi, je voulais aussi, en termes de financement, aborder quelques éléments, notamment au travers des fonds TEPCV. Les fonds TEPCV, dans les territoires les ont vus arriver et ont dû souvent monter les conventions en l'espace de 2-3 jours, dans des conditions des fois difficiles. Et puis après, il se trouve qu'on revient dessus pour essayer de trouver la virgule qui manque dans la convention pour faire en sorte qu'on dépense quelques millions d'euros en moins qu'on n'avait pas mis au budget de l'État. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça me faisait du bien de le dire dans les locaux de l'Adréal, en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui pour moi est important dans ce fonds-là, c'est qu'il y avait quand même véritablement une volonté d'innover sur les territoires et de donner les moyens aux territoires de réaliser. Et c'est les territoires qui ont pu réaliser, c'est les territoires qui étaient prêts. C'est les territoires qui avaient travaillé des diagnostics, qui avaient fait des actions mutualisées. Aujourd'hui, on voit dans les dispositifs de financement des choses qui évoluent. Là où on avait une bonification sur les territoires TEPOS, maintenant on a plutôt des bonifications sur les territoires qui ont des actions mutualisées. On sait qu'on réfléchit au niveau national sur des fonds territoriaux de transition énergétique. Donc on peut imaginer que les territoires, progressivement, ils vont être dotés de moyens pour agir sur la transition énergétique. Je rejoins ce que tu dis, Laurent. Si on continue à ce rythme-là, on n'atteindra jamais les objectifs. Donc je pense que tout le monde en est conscient, c'est bien de se le dire. C'est bien de compter sur les dispositifs qui vont tomber du ciel, mais il faut aussi quelque part que ces dispositifs qui tombent du ciel, on les ait préparés. Et quand on a fait une action de diagnostic, comme ça a été fait sur Arlisère, comme c'est fait sur la CAPI, qui est une action commune, on sera prêt. Le jour où il y aura un fonds territorial qui arrive, et j'espère de mes voeux que ce fonds territorial va arriver, il y a quand même des actions aujourd'hui, des signaux forts qui montrent que voilà, il y a déjà des contractualisations qui sont en cours avec les territoires. Le territoire pourra décider de flécher ses financements vers ces actions-là, de manière à aller
plus vite que le rythme normal, dont on sait qu'il est complètement insuffisant pour atteindre les objectifs. Donc je pense que c'est une perspective qu'il faut garder en tête, il faut être prêt. Je pense que le travail aussi des élus, c'est d'être prêt, d'aller faire de mobiliser les financements là où quand c'est le bon moment. Faut être à l'écoute de ça. Et je pense que tout ce travail-là de mutualisation, de démarche de diagnostic, de démarche de maîtrise d'ouvrage partagée, de démarche voire même de maîtrise d'œuvre partagée, peut faire en sorte qu'on soit prêt plus vite, qu'on aille plus loin, et que le jour où les opportunités se présentent, on sache les saisir.